Bonjour et bienvenue dans la seconde séquence de notre MOOC sur les troubles du comportement. Aujourd'hui, nous allons parler de l'importance de l'environnement physique et de l'environnement social sur l'apparition des troubles du comportement. Alors, quelques rappels sur l'approche environnementale. Qu'est-ce qu'une approche environnementale et en quoi est-ce qu'elle peut générer ou apaiser les troubles du comportement ? Une approche environnementale est une approche qui considère que le milieu, le contexte de vie, auront une incidence déterminante sur les comportements des individus. Donc c'est une approche qui prend ainsi en compte le milieu physique. Le milieu physique, c'est le milieu naturel, le cadre de vie, l'architecture, les aménagements, la luminosité, le confort, et le milieu social dans lequel nous évoluons. Milieu social qui signifie entourage immédiat, famille, les aidants, la reconnaissance qu'on peut obtenir, l'intégration dans un groupe, notre statut, l'indépendance, le respect, tout ça ce sont des points importants de l'environnement social. Et l'impact donc de ces deux environnements sur les comportements de tout un chacun, sur l'humeur, sur le bien-être. Dans cette approche, le bien-être et les troubles seraient la conséquence d'une inadéquation des aménagements physiques et sociaux par rapport aux capacités d'une personne. Il est évident que nous nous sentirons mieux dans un hôtel 5 étoiles que dans une prison. Mieux dans la nature qu'au milieu du boulevard périphérique, aux heures de pointe, ou encore mieux dans notre domicile, notre chez-nous, que dans un endroit public et bondé. Mieux si nous souhaitons nous reposer chez nous que dans cet endroit comme une gare ou un endroit public où il y a beaucoup de monde. On n'a pas attendu des études scientifiques pour nous en rendre compte. Ajoutons que si nous sommes fatigués et tendus, nous n'allons pas nous comporter de la même manière et nous n'aurons pas la même patience face à des situations frustrantes ou stressantes. Toutes celles et ceux qui ont des enfants en bas âge savent que selon notre degré de fatigue, nous ne réagirons pas aux caprices et aux bêtises de la même manière. Ainsi, un environnement auquel nous pouvons nous adapter ou que nous pouvons supporter dans un état optimal peut devenir une vraie souffrance si nous ne sommes pas en état. C'est d'ailleurs dans le domaine de l'enfance que se sont développées les premières vraies réflexions sur l'environnement physique et social. On sait depuis des décennies que le développement de l'enfant est la résultante des interactions entre l'enfant et son environnement. Les relations parents-enfants, si elles sont positives, vont favoriser les apprentissages, l'exploration sécurisée des milieux externes, la sociabilité, etc. La possibilité d'avoir accès à un environnement enrichi, des livres, des jouets, des activités d'éveil puis de loisirs va stimuler activement le développement intellectuel. L'origine environnementale des troubles du comportement vient donc de là. Dans notre premier MOOC, nous avions vu, avec Kevin Charras notamment, qu'un environnement adapté permettait de compenser les troubles cognitifs. On avait vu la familiarité, l'aspect domestique, le confort, la convivialité qui sont autant de paramètres qui vont en avoir un effet de compensation sur les troubles cognitifs. Dans la séquence précédente, nous avons également affirmé que l'origine des troubles du comportement était majoritairement à rechercher dans ces environnements physiques et sociaux. C'est dire l'importance de l'environnement. Alors comment expliquer cette prépondérance de l'environnement ? Le domaine d'étude des interrelations entre la personne et son environnement est vaste et peut être analysé selon des champs disciplinaires différents. L'ergothérapie, la psychologie, l'architecture sont des exemples les plus courants de champs disciplinaires particulièrement pertinents pour l'étude de l'environnement. Mais tous ces domaines réalisent le même constat. L'environnement influence le comportement et en ce qui concerne la maladie d'Alzheimer, l'environnement est capable à lui seul d'apaiser ou de provoquer des troubles du comportement. Pourquoi ? Alors, regardez bien ces photos et demandez-vous quels sentiments émergent spontanément, quelles sont vos réactions à la vision de ces photos. C'est une évidence. Vous avez ressenti positivement la première série de photos et négativement les dernières. Il est plus facile de se sentir bien dans la nature que dans un embouteillage pollué. De même, on se sent mieux chez soi, au coin du feu, que dans une cellule en prison. Ainsi, indépendamment de votre personnalité,
et a priori vous n'avez pas de pathologie, placé dans un contexte agressant ou qui rappelle une salle d'attente d'hôpital, il est difficile de se sentir bien. Imaginez dès lors que vous ayez des troubles cognitifs ou des difficultés à gérer vos émotions. Dans ce cas, les valences positives ou négatives des contextes auront un effet encore plus marqué. En fait, de quoi a-t-on besoin pour se sentir bien dans un environnement ? Bien entendu qu'il ne soit ni toxique ni agressant, qu'il n'évoque pas la douleur ou encore l'inconfort, mais ce n'est pas suffisant pour se sentir bien dans un environnement, surtout si nous sommes porteurs de handicap, et a priori un handicap cognitif. Nous avons besoin que cet environnement soit reconnaissable. On parle de lisibilité, qu'un salon ressemble à un salon, qu'il soit évocateur de sécurité et d'apaisement, que je puisse baisser la garde et me reposer, que je ne m'y sente pas enfermé, que je n'ai pas le sentiment d'être dans une prison. Aussi important est le sentiment de contrôle de son environnement, que je puisse partiellement le maîtriser, partiellement le modifier. Et enfin, sans être exhaustif, qu'il soit soutenant si je suis porteur d'un handicap physique ou cognitif. Alors voyons maintenant ce que pourraient être des environnements soutenants ou des environnements handicapants susceptibles d'intervenir sur les troubles du comportement. Comment caractériser qu'un environnement est handicapant? Et ce, surtout en ce qui concerne les troubles cognitifs ou du comportement. Si nous prenons l'exemple d'un fauteuil roulant, là, un handicap physique, dans le métro parisien, il nous apparaît clair que le contexte n'est pas adapté et qu'une personne à mobilité réduite se retrouvera rapidement avec son fauteuil face à un escalier ou un escalator. Cet environnement n'est pas adapté à son handicap. Suivant la même logique, si l'on considère que les troubles cognitifs sont d'abord un handicap, un environnement se révélera inadapté dès l'instant où il ne permettra ni de se situer dans le temps, ni de se situer dans l'espace et qu'il va générer de l'incompréhension, du stress et de la contrainte. Assurément, au regard de ces quelques points, un contexte institutionnel ou hospitalier est vraisemblablement inadapté aux troubles cognitifs. A l'inverse, un environnement est dit soutenant s'il prend en compte nos incapacités également, mais nos incapacités aussi, qu'il favorise nos autonomies personnelles. Nous pouvons agir sans l'assistance constante d'un tiers, d'un soignant, en gommant en quelque sorte notre handicap. Le soutien apporté peut améliorer notre qualité de vie, notre bien-être, et abaisser ainsi de fait le seuil de déclenchement des troubles du comportement. Dans notre exemple de fauteuil roulant, des plans inclinés, des ascenseurs permettraient à ces personnes handicapées de se déplacer librement et sans l'aide d'autrui, donc d'être autonomes. C'est pour ça que ce sont des environnements soutenants. Un environnement soutenant pour les troubles cognitifs, ce serait un environnement dont l'on reconnaît au premier coup d'œil l'usage. C'est un salon que l'on ne peut pas confondre avec une salle d'attente, par exemple. C'est un lieu de vie structuré avec des repères domestiques, donc familiers, et pas un hôpital qui renvoie à un statut de malade. L'ambiance peut être apaisante, conviviale, des calendriers, des horloges aident à nous orienter dans le temps. Les lieux sont aménagés en fonction des activités à réaliser et les personnes sont libres de leur aller et venue, dans un espace sécurisé bien sûr. Enfin, des professionnels de l'accompagnement sont disponibles pour nous aider si nous en avons besoin. Passons à l'environnement physique et voyons comment l'aménagement des lieux de vie peut apaiser ou renforcer les troubles du comportement. Les aménagements des lieux de vie et des troubles de l'humeur et du comportement, c'est de penser d'abord l'architecture des lieux de vie pour que les personnes atteintes de troubles cognitifs se retrouvent dans un environnement favorable pour leur autonomie. Les troubles cognitifs vont avoir plusieurs impacts majeurs sur l'appréciation d'un environnement par une personne atteinte. Elle n'aura en particulier plus les capacités d'adaptation nécessaires pour appréhender des espaces qui ne seraient ni clairement structurés, ni familiers, les deux renvoyant notamment aux déficits liés à la reconnaissance et à la mémoire. Elle ne pourra, cette personne, pas davantage interagir avec un environnement qui ne lui propose ou qui ne suscite aucune action ou activité, car les troubles cognitifs rendent nécessaire de favoriser l'autonomie fonctionnelle. Ainsi, si les lieux sont vides,
ou n'évoquent pas d'une manière évidente les activités que l'on veut y réaliser, ils vont à l'inverse provoquer l'apathie et le repli. C'est ce qu'on essaye d'éviter en principe. Une bibliothèque sans livres ou avec des livres inappropriés n'a aucune raison d'être. Une cuisine dans laquelle je ne peux pas entrer, ça va éveiller de la frustration et de l'incompréhension. Enfin, une personne atteinte de troubles cognitifs aura le même besoin de maîtrise de son environnement que vous et moi, voire encore plus, car sentir un certain contrôle sur son environnement signifie, pour une personne atteinte d'Alzheimer, qu'elle peut encore être indépendante et qu'elle peut encore faire des choix. Donc, penser l'architecture des lieux de vie pour les personnes atteintes de troubles cognitifs est très important pour favoriser leur autonomie. Divers modèles et études ont depuis plus d'une vingtaine d'années inventorié des différentes dimensions et des caractéristiques d'un environnement physique qui serait adapté aux personnes atteintes de troubles cognitifs. Qu'il s'agisse des modèles canadiens type Carpe Diem, des résidences Hearthstone aux États-Unis ou du programme Evalzheimer en France, ces dimensions caractéristiques se recoupent à quelques détails près. Listons les principales caractéristiques pour y voir plus clair. D'abord, que l'espace soit structuré de manière cohérente et claire. En deux, que l'environnement soit familier, d'allure domestique, que ça ressemble à un chez-soi. En trois, des espaces intérieurs et extérieurs pour marcher. Ne pas rester assis dans une seule pièce. En quatre, des lieux de vie conviviaux et confortables. En cinq, des lieux privatifs. Des lieux privatifs, ça veut dire des petits endroits où on peut se retrouver seul ou en petit comité. La liberté d'aller et venir dans l'ensemble de la résidence, en 6. Et enfin, en 7e et dernier point, sans être exhaustif, la possibilité d'intervenir soi-même sur l'environnement. Voilà les caractéristiques des aménagements qui permettent d'intervenir sur les troubles du comportement. En voici quelques exemples. Pour illustrer ces caractéristiques de l'approche environnementale, écoutons Kevin Charras nous en parler et nous décrire le programme Evalzheimer Aménagement qu'il a conçu. Alors, le programme Evalzheimer, c'est un programme d'intervention psychosociale qui utilise l'approche environnementale. C'est un programme qui va se centrer d'une part sur l'environnement social des personnes en travaillant avec les professionnels des unités spécifiques et d'autre part sur l'environnement physique des personnes, donc l'environnement architectural pour travailler sur l'agencement des unités spécifiques ou alors des structures spécifiques qui accueillent les personnes qui sont atteintes de maladie d'Alzheimer. Ce programme en fait a pour objectif de redonner une certaine autonomie soit aux usagers, soit aux résidents de ces structures-là et de pouvoir faire travailler les professionnels autrement dans ces structures-là pour accompagner les personnes qui sont atteintes de la maladie d'Alzheimer dans leur environnement. Le programme Evalzheimer, à quoi ça sert? Ça sert à faire en sorte que les usagers puissent retrouver un certain nombre de repères dans leur environnement pour pallier une certaine désorientation auxquelles ils peuvent faire face, pour pallier un certain nombre de troubles cognitifs auxquels ils peuvent faire face à l'évolution de la maladie. Merci Kevin Charras. Laissons là pour l'instant l'environnement physique et passons à l'environnement social, c'est-à-dire l'importance de l'accompagnement pour traiter les troubles du comportement. L'importance des pratiques d'accompagnement pour intervenir sur les troubles du comportement se résume d'une part à cette question de définition de est-ce qu'on est dans la prise en charge ou est-ce qu'on est dans l'accompagnement? La prise en charge, comme son nom l'indique, on prend en charge ou en soin une personne dépendante qui devient ainsi en quelque sorte un objet de soin. La prise en charge, c'est la terminologie qu'on utilise dans le milieu hospitalier. On prend en charge des pathologies, des urgences, on prend en charge des consultations, des problèmes.
et on assume une responsabilité concernant une personne qui devient un objet ou une situation. On prend en charge. Dans cette prise en charge, il y a une mise en scène professionnelle qui fait partie des codes qui expriment implicitement qu'une prise en charge est en cours. Ainsi, la blouse de soignant indique à quelle personne il faut s'adresser ou encore quels sont les dépositaires institutionnels de cette prise en charge. Les chariots, de type fonctionnel et toujours sur le modèle hospitalier, sont également des signes d'une prise en charge organisée et on dit armée, dans le sens d'outiller. Enfin, l'organisation institutionnelle, il faut bien le dire, sur le mode hospitalier, se caractérise par une organisation par métier et par tâches techniques qui répondent à des cahiers des charges en matière d'exigence, de sécurité et de qualité. Globalement, on reconnaît 3 modèles possibles. Le premier modèle, c'est une prise en charge qui est majoritaire. C'est le modèle hospitalier, avec des plateaux techniques, des métiers spécialisés, des services de pointe comme la chirurgie, les soins de suite ou de réadaptation, les urgences. C'est logique que l'on soit dans une prise en charge. Une autre modalité est l'accompagnement de manière majoritaire, ce qui signifie que les soins eux-mêmes sont minoritaires. On a un accompagnement majoritaire dans les établissements et services médico-sociaux, tels que les centres médico-psychologiques, qu'on appelle les CMP, les services d'aide et d'accompagnement à domicile, les accueils de jour, les PASA, les équipes spécialisées Alzheimer, les foyers logement ou d'hébergement. Et on a de plus en plus souvent une hybridation entre prise en charge et accompagnement, c'est-à-dire qu'on essaye d'avoir les deux. Dans les services de soins qui sont adaptés, comme les EHPAD par exemple, avec un GMP qui est très élevé, donc un GIR moyen pondéré très élevé, dans les SIAD, dans les SPASAD, dans les soins de long séjour, le niveau d'hybridation va varier de 50-50, 75-25, c'est une hybridation qui doit se réfléchir au cas par cas. Maintenant, parlons de l'accompagnement. L'accompagnement, c'est une philosophie qui est proche du prendre soin, mais qui se différencie par ce logique du faire avec la personne ou encore aider la personne à faire. La personne atteinte de troubles cognitifs redevient un sujet, un acteur de sa vie et plus un objet de prise en charge. Donc un acteur de sa vie personnelle que l'on va accompagner pour pallier à son handicap. On accompagne une personne, on accompagne un projet de vie, on accompagne des difficultés et surtout on évite de faire à la place de la personne. C'est là où vraiment on est dans un accompagnement. Pour définir l'accompagnement, on peut dire que accompagner quelqu'un, ce n'est pas se placer ni devant ni derrière, ni à sa place, c'est se placer à son côté pour le soutenir. C'est une citation de Joseph Templier. Dans l'accompagnement, il n'y a pas de mise en scène professionnelle, même si on est un professionnel de l'accompagnement. Parce que l'accompagnement, c'est se placer d'égal à égal. On est donc en civil, vu que les résidents sont en civil, et l'organisation qui privilégie l'accompagnement se caractérise par une organisation qui s'adapte avant tout au rythme des résidents. Les métiers sont là, les tâches sont là, mais elles sont réalisées par des professionnels qui sont moins nombreuses, mais plus dans un accompagnement permanent des résidents. Le but de l'accompagnement pour réduire les troubles du comportement, c'est de gommer un peu l'institutionnel de la prise en charge pour aller vers un accompagnement qui soit plus adapté aux troubles cognitifs. Car il est établi qu'un accompagnement personnalisé réduit de manière importante les troubles du comportement et améliore la qualité de vie des résidents. Alors, quelles sont les modalités d'accompagnement qui ont donné des résultats ? Alors, on a remarqué que le retrait de la blouse, j'en ai dit quelques mots précédemment, le fait de travailler en civil pour ne pas renvoyer cette image de maladie et favoriser des relations de personne à personne et non de soignant à soigné, c'est important. Le repas partagé, c'est une possibilité également afin que tout le monde puisse autour de la même table et avec une certaine convivialité avoir un peu de retour à l'autonomie et à des échanges d'égal à égal. Les activités adaptées, qu'elles soient préparées, auto-initiées, qu'elles utilisent des domaines d'expertise de la personne, ses intérêts, toutes ces activités proposées régulièrement font baisser de manière significative la prescription de médicaments et les troubles du comportement.
Enfin, le projet de vie personnalisé, comme son nom l'indique, permet de personnaliser l'accompagnement au quotidien. Donc globalement, il s'agit d'envisager la personne sous l'angle de ses besoins, de ses souhaits, de ses capacités et des projets qu'elle pourrait mener encore à bien. Et tout cela va permettre de faire baisser les troubles du comportement. Dans cette séquence, nous avons vu que l'environnement physique et social a une influence considérable sur la production ou la réduction des troubles de l'humeur et du comportement. Nous avons décrit des environnements handicapants, soutenants, et nous avons défini les caractéristiques qui devaient permettre d'améliorer les aménagements à destination de personnes atteintes de troubles cognitifs. Enfin, nous avons différencié prise en charge et accompagnement, en soulignant les bénéfices du second pour les résidents atteints de troubles du comportement. Et nous poursuivrons dans notre prochaine séquence. Merci.